Bonjour à tous, merci de suivre le journal de RTI 1. Bienvenue. Il a porté la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies. Le vice-président ivoirien s'y est exprimé hier jeudi. Daniel Cablon-Duncan a parlé des défis sécuritaires et humanitaires de la Côte d'Ivoire. Il a également appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le secteur privé ivoirien, on note le lancement de l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, un organe d'analyse et d'aide à la décision créé par le gouvernement pour augmenter la part des investissements privés dans le développement économique du pays. Et puis la Côte d'Ivoire acquiert 160 camions de collecte d'ordures, des véhicules qui vont servir à balayer les rues, à conditionner et à transporter les déchets vers le nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique. Bienvenue à tous dans le 13h de ce 28 septembre. La campagne électorale est ouverte aujourd'hui vendredi. Pendant 2 semaines, les candidats aux élections municipales et régionales ivoiriennes du 13 octobre prochain vont pouvoir se déployer dans les différentes communes et régions sur l'ensemble du territoire national pour tenter de convaincre le plus d'électeurs possible. On note 88 candidatures pour 31 régions et 684 candidatures pour 201 communes. Le vice-président ivoirien est à New York pour la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Daniel Cablon-Duncan a été reçu par le secrétaire général des Nations unies. Il a remercié Antonio Guterres au nom du chef de l'État ivoirien pour son soutien à la Côte d'Ivoire. Le vice-président a aussi fait part au secrétaire général de l'ONU des avancées démocratiques dans le pays. Et nous vous proposons d'écouter le vice-président ivoirien au sortir de cette rencontre. Le président de la République nous avait donné un certain nombre de messages dans la rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies. D'abord pour le remercier de tout ce que les Nations Unies ont fait et font pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le système des Nations Unies a appuyé la Côte d'Ivoire dans la période difficile. La Côte d'Ivoire a fait un tel parcours que ce pays non seulement est connu sur la scène internationale, mais est rentré, comme chacun sait, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la Côte d'Ivoire, grâce à sa diplomatie, a pu être élue, avec d'ailleurs un pourcentage très important donc, de voix ici donc, au Conseil de sécurité. Ce que l'on gagne, c'est, disons que, travailler pour la paix. Vous savez, la diplomatie ivoirienne dit que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Et aussi donner des informations sur les réformes en Côte d'Ivoire, parler des perspectives, notamment en matière de démocratie, en matière, disons, des droits de l'homme, et indiquer que les élections qui vont venir, celles d'octobre comme celles de 2020, doivent être des élections donc apaisées, qui doivent permettre donc de rassembler l'ensemble des filles et des filles de Côte d'Ivoire pour le développement. Daniel Cablon-Duncan s'est exprimé hier jeudi à la tribune des Nations Unies. Il a traduit la vision du président Alassane Ouattara face aux nombreux défis de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient sécuritaires ou humanitaires. Le vice-président a appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Abiba Dombele-Saoué, envoyé spécial à New York. La Côte d'Ivoire était à l'honneur à la tribune des Nations Unies ce jeudi 27 septembre. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan s'est adressé au monde au nom du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fait part de ses inquiétudes face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les États. Notre session s'ouvre dans un contexte international marqué par de nombreux défis et incertitudes qui érodent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. À cela s'ajoutent les défis concernant les crises humanitaires et sanitaires, l'extrême pauvreté, les atteintes contre les droits de l'homme et la démocratie. Notre organisation commune et le monde actuel semblent perdre leur vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin.
Pour ce faire, Daniel Kablan-Duncan appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et lance un appel pour que ces résolutions soient appliquées. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, comme l'a maintes fois exprimé le président Alassane Ouattara, estime qu'il est désormais temps de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et qu'il soit plus efficace. Seul un Conseil réellement uni peut permettre à notre organisation de régler efficacement les grandes questions sécuritaires telles que la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme, les crimes de masse et les crimes contre l'humanité. Le vice-président en appelle également à la solidarité internationale et au consensus. La solidarité que nous appelons de tous nos vœux dans le règlement des conflits ne doit ni être sélective, ni se limiter à de simples déclarations d'intention. Nous devons pour cela trouver en toutes circonstances un consensus moral et politique minimum qui permettrait à notre organisation de ne pas rester insensible à la vue quotidienne sur nos écrans de télévision de visages marqués par des effets dévastateurs, notamment des conflits, des guerres et des maladies endémiques. La question des migrations n'a pas été occultée et la Côte d'Ivoire prend toute sa part dans la solidarité face à ce phénomène. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et nous appelle à une gestion concertée de cette importante problématique qui touche majoritairement les jeunes en provenance d'Afrique. La position de la Côte d'Ivoire sur ce sujet, partagée d'ailleurs par la plupart de nos pays, a toujours été que ce problème soit traité principalement sous l'angle du développement. En effet, seules les opportunités de travail et d'épanouissement offertes à nos jeunes pour se forger un avenir sur leur sol natal peuvent permettre de régler ce problème de manière durable. Et c'est devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement et des représentants des organisations internationales que Daniel Kablan-Duncan a rappelé les initiatives visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens dans son pays, la Côte d'Ivoire. La dimension humaine choisie par le gouvernement ivoirien dans l'élaboration de sa politique de développement a consisté à prendre les mesures garantissant une meilleure redistribution des flux de la croissance économique et une lutte plus efficace contre la pauvreté. En effet, les investissements importants consacrés aux infrastructures, aux secteurs sociaux, ont permis l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, entraînant une baisse sensible du taux de pauvreté. Pour amplifier et accélérer cette dynamique, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens à travers le deuxième plan national de développement, PND 2016-2020, de mobiliser les ressources nécessaires à hauteur de 60 milliards de dollars US. Cette allocution du vice-président démontre l'ambition de la Côte d'Ivoire à s'inscrire dans le multilatéralisme, ce qui lui a valu d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité dont elle assurera la présidence en décembre, une autre marque de confiance de la communauté internationale. Sur place à New York, le Conseil international des affaires a organisé un dîner en l'honneur du vice-président ivoirien. Cette organisation forte de 200 membres s'intéresse aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Abiba Dambélé Saoué. Le vice-président était l'invité du Business Council for International Understanding. C'est le Conseil des affaires pour la compréhension internationale, une organisation basée aux États-Unis qui œuvre au développement du commerce. Elle aide ses entreprises membres à s'engager sur la scène internationale en facilitant les relations entre ces chefs d'entreprise et les dirigeants du monde. 2 hauts responsables d'entreprises membres ont échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit de Justin Kissinger de Heineken International et de John Ament de Mars Wrigley. BCU compte 200 sociétés membres, dont de nombreuses entreprises classées dans les 500 plus grosses aux États-Unis.
Sur le sol ivoirien, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises a été lancé par le ministre de l'Économie et des Finances. C'est un organe d'analyse et d'aide à la décision créé par le gouvernement pour augmenter la part des investissements privés dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Créé en octobre 2017, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ONCE est un instrument de gouvernance destiné à renforcer le dispositif de soutien à l'émergence d'une base industrielle solide et d'un secteur privé puissant. Dans ce cadre, il est assigné à l'Observatoire, entre autres, la mission de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance ainsi que des pôles régionaux de développement pour proposer au gouvernement des mesures et réformes à l'effet d'améliorer la compétitivité des entreprises. En matière de réforme, le gouvernement met en avant les avancées enregistrées, des avancées qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et surtout de relever le niveau des infrastructures et autres services sociaux de base comme les routes, l'électricité, l'eau potable, l'éducation ou encore le logement. Malgré ces performances, des défis restent à relever qui exigent la mutualisation des efforts à travers cet observatoire. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées par les questions de compétitivité, de définir une feuille de route qui sera examinée par le Conseil d'orientation que j'ai l'honneur de présider et qui déterminera donc les actions prioritaires à mener à court et moyen terme. Il s'agit donc, via cet observatoire, de poursuivre collectivement la réflexion stratégique, d'affiner les orientations et de définir les outils ainsi que les actions prioritaires à mener. La concrétisation des objectifs de développement énoncés, ainsi que les mesures prises pour leur mise en œuvre, nécessitent l'implication de tous, tant l'administration publique que le secteur privé. D'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement, le plan national de développement 2016-2020 prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 62,4%, soit 18 720 milliards de francs CFA. La compétitivité est également au cœur des actions du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le ministère a rendu une visite à 10 bénéficiaires du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Cette tournée a été l'occasion pour le secrétaire d'État Félix Anoblé de vérifier les fonds reçus, si ces fonds ont permis à ces femmes d'effectivement démarrer ou développer des activités génératrices de revenus. Nadia Edja et Jean-Luc Bangbo. Une tournée de 3 jours auprès de 10 bénéficiaires des fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Par cet acte, Félix Anoblé, secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises, veut s'imprégner du quotidien de ces femmes entrepreneurs et leur témoigner le soutien de l'État. Au-delà donc de la simple visite de constat, il y a aussi le fait d'encourager donc ces entrepreneurs dans leur travail. C'est des petites entreprises, il faut qu'elles sachent que l'État est avec elles et qu'elles ont besoin donc de faire mieux. Et elles sont pour nous un exemple. Sur place, le secrétaire d'État a également sensibilisé les bénéficiaires à une bonne gestion des fonds reçus. Les femmes que nous avons visitées sont des dames qui sont en train donc de rembourser les prêts qu'elles ont donc pu obtenir à travers le Fonds Femmes. Et nous les avons encouragées donc à continuer et à aller plus de l'avant pour pouvoir donc faire grandir leurs activités. Le fonds donc pour l'instant a travaillé sur Abidjan, mais à partir donc des mois à venir, le fonds va s'étendre sur tous les territoires de Côte d'Ivoire, permettre à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de bénéficier donc de ce projet-là. Le fonds pour l'entrepreneuriat féminin d'un montant de 5 milliards de francs CFA est essentiellement dédié aux femmes et vise à appuyer l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. À ce jour, 80 femmes ont déjà bénéficié de ces fonds pour un coût total d'environ 1,3 milliard de francs CFA. La Côte d'Ivoire fait la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Le pays soutient également le Made in Côte d'Ivoire dans les domaines de la culture et de l'art. L'affichage de la mention Côte d'Ivoire sur les objets d'art ivoiriens exposés dans les musées européens au cœur d'une assemblée plénière du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Amadou Ouattara. Désormais, les objets d'art ivoiriens exposés dans les musées du monde, surtout en Europe, doivent porter absolument la mention Côte d'Ivoire. C'est ce que vient de décider le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC.
Une action qui vise à promouvoir la destination du pays au plan touristique et au plan économique, inciter plus de commandes en faveur des artisans ivoiriens. Également, l'initiative va susciter la création d'emplois selon le président du CESEC. Quand vous allez visiter le musée, vous voyez nos objets d'art, mais qu'est-ce qui est mentionné? On met par exemple statuette Gouraud, statuette Agni, statuette Baoulé, statuette Senoufo, mais la mention Côte d'Ivoire n'existe pas. Au point où beaucoup de personnes ignorent notre dimension culturelle. Une fois que cette mention sera mise, tous ceux qui vont visiter ce musée verront la dimension culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, qui dit dimension culturelle, dit également influence positive sur l'industrie touristique. Après des heures d'échange en assemblée plénière, 64 conseillers présents, 16 étant excusés sur les 107 en fonction, se sont accordés sur l'adoption et l'application de ce projet d'avis. Pour la directrice du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire et les artistes, c'est une avancée notable pour leur domaine d'activité. Savoir que ces objets viennent de la Côte d'Ivoire, ça donne forcément des sentiments de fierté, des objets qui sont très très importants et participent vraiment au développement d'un pays. Ça va donc avoir pour retomber justement l'augmentation du taux de fréquentation au niveau de nos musées qui généralement ne sont pas assez fréquentés. Donc je crois que c'est une bonne initiative. C'est un pas vers l'évolution et la reconnaissance du travail que nous faisons. Et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Cette action intervient conformément aux dispositions réglementaires qui régissent la mission du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mission qui permettent de se saisir de toute problématique d'intérêt national afin de faire des propositions au gouvernement. Ce 28 septembre est marqué par la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Le ministre de la Communication et des Médias invite à cette occasion les populations à s'approprier ce droit à l'information, un facteur essentiel de la mise en œuvre de tous les autres droits. Davy Soyo et Herman Guivet. Le 28 septembre de chaque année, les pays membres de l'UNESCO célèbrent la Journée internationale de l'accès universel à l'information. La Côte d'Ivoire, membre de cette communauté, n'est pas en reste de cette célébration. Une commémoration pour promouvoir le droit d'accès à l'information d'intérêt public. Il s'agit, avec l'UNESCO, de sensibiliser les décideurs, les administrations publiques et les populations en général à une approche citoyenne et responsable de l'utilisation de l'information, telle que consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dispose que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de chercher, recevoir et répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ce droit participe au renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Pour le vulgariser, le gouvernement a adopté des lois et des décrets. Il s'agit d'abord de l'adoption de la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public, suivie du décret du 6 août 2014 portant attribution, organisation et fonctionnement de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Plus encore, la Constitution de novembre 2016 dispose en son article 18 que les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. Dans une société où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont de plus en plus utilisées, des mesures sont prises pour permettre aux citoyens connectés de bénéficier d'informations de manière instantanée. Entre autres mesures, une offre abondante en services de réseau de télécommunications, un portail de jeux de données ouvert, la dématérialisation des services offerts aux citoyens, la couverture nationale en radio et télévision portée à plus de 90% du territoire et bien entendu le lancement prochain de la télévision numérique terrestre TNT.
Accès à l'information et technologie de l'information et de la communication, gage de l'émergence d'une société du savoir, thème de cette 3e édition de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Dans le domaine de la délivrance des documents administratifs, les usagers rencontrent bien souvent des désagréments liés au non-respect des délais. Le ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public propose désormais un cadre juridique pour prendre en compte ces manquements. Amadou Ouattara. Il s'agit pour la ministre Raymond Goudou Kofi de mettre en œuvre un plan d'action qui va réconcilier le service public avec les usagers. Bien expliquer aux usagers pourquoi il est important aujourd'hui que lorsqu'on va avoir un extrait de naissance, on passe par la forme numérisée avec un seul identifiant. Vous voyez, tout ça, c'est le rôle de notre ministère, de faire connaître tout ce qui est en train d'être fait et puis de mesurer, n'est-ce pas, pour voir le degré de satisfaction des populations. Dans ce projet de loi, il faudra, avec les autres ministères, que nous identifions quel est le rôle de l'État pour que le citoyen se sente à l'aise lorsqu'il va chercher un document et qu'on ne le fasse pas revenir des mois après des mois. Il faut qu'il y ait un moyen de coercition. Faire connaître également l'environnement de la transversalité du ministère, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Lorsqu'on regarde nos missions, nous n'avons aucun de ces outils. Nous n'avons pas la SNDI, nous n'avons pas l'ANSUT qui se retrouve sous la tutelle du ministère en charge de l'économie numérique. Donc nos collaborateurs étaient un peu inquiets de comment faire en sorte de moderniser cette administration. La modernisation ne doit pas être orientée systématiquement vers la transformation digitale. Elle doit être en adéquation avec la réalité des besoins ainsi que les valeurs actuelles de la société. Ces recommandations également visent à rendre plus efficace l'administration ivoirienne dans son fonctionnement quotidien et dans le traitement des documents sollicités par tous les usagers, quel que soit leur rang social, tout en tenant compte de l'éthique et de la conscience professionnelle. La Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle politique de gestion des déchets ménagers. C'est dans cette veine que la structure en charge de l'assainissement vient d'acquérir 160 camions de collecte d'ordures. Ils vont servir à balayer les rues, à conditionner et à transporter les déchets vers le nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique. Grâce Kando. 160 véhicules sur 250 attendus d'Allemagne viennent d'être réceptionnés par l'un des opérateurs chargés de la collecte des déchets. La mission de ces opérateurs part des poubelles des ménages au centre d'enfouissement technique en passant par les centres de groupage. Cette action s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique en matière de salubrité. Nous avons été en tout cas totalement satisfaits, mais surtout impressionnés par la qualité de ce matériel. C'est du matériel moderne, de dernière génération. Et je peux dire aux Ivoiriens que la machine est vraiment en route. Et ce processus est irréversible. Chaque camion va jouer un rôle. Il y a des camions tasseurs, il y a des compacteurs, il y a des camions comme ceux-ci qui sont des balayeuses. Et il va y avoir aussi des camions de transport pour faire le transport d'ici à Koussiouane. Les anciens camions chargés de la collecte des déchets seront peu à peu retirés de la circulation. La mise en route de ces nouveaux équipements doit rimer avec un comportement éco-citoyen. La place sera laissée donc aux opérateurs de sensibiliser nos concitoyens, avec naturellement nous à côté, pour dire aux concitoyens que désormais il faut vivre autrement et leur permettre d'accomplir leur mission avec efficacité. Il faudra sortir les déchets au moment où on leur dira. Il faudra également les conditionner. Il y aura des poubelles mises à leur disposition. Ils ont des sacs poubelles également. Eux-mêmes devraient s'organiser pour conditionner les déchets. Vous ne pouvez plus jeter les déchets en vrac dans la rue. Pour rappel, 350 camions avaient été réceptionnés en avril dernier. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique va accueillir ses premiers déchets début novembre, rassure la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Le commissaire du gouvernement a rencontré hier jeudi les commissaires de police du district d'Abidjan. Bavure, corruption et procédure, les 3 points ont fait l'ordre du jour. Ahmed Traoré et Abou Sanogo.
4 cas de bavure enregistrés en un mois sur l'ensemble du territoire national, soit un cas toutes les semaines, notamment à San Pedro, Odiéné, Tanda et Abidjan. Le commissaire du gouvernement, le colonel-major Ange Kessi Kwame, entend mettre fin à l'impunité au sein des armées et de la police nationale. Il a échangé avec l'ensemble des commissaires de police d'Abidjan et de sa circonscription, à l'effet de les inviter à faire des efforts pour traquer tous les agents de police à la gâchette facile. Pour lui, tout fait constituant des infractions doit être poursuivi et jugé. Bavure, corruption et procédure. 3 points à l'ordre du jour pour réparer ces infractions. Nous sommes venus rencontrer tous les commissaires de police de la place d'Abidjan pour leur parler. Nous nous sommes entendus et nous avons discuté sur plusieurs points. D'abord, sur la bavure. On s'est rendu compte que la bavure, on commençait à se multiplier de façon dangereuse et qu'il fallait mettre un haut là. Ensuite, nous avons discuté avec eux sur certaines procédures. Et troisièmement, sur le racket. On ne manque jamais l'occasion sans leur faire savoir que le racket est mauvais, le racket est dégradant. Nous sommes d'accord qu'ils prennent des mesures pour radier tout ce qui projette une image dégradante aux policiers. Il faut qu'ils continuent. Par ailleurs, le procureur militaire invitait tous les officiers de police à la responsabilité dans la protection de l'éthique militaire et policière. Tout laxisme, selon lui, sera sévèrement sanctionné. Comment se porte la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria? Le projet de coopération transfrontalière pour la paix durable et la cohésion sociale fait un bilan à mi-parcours. Il a pour objectif de prévenir les tensions et aussi les conflits entre les populations des deux pays. Reportage. 18 mois après la mise en œuvre du projet conjoint de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la paix durable et la cohésion sociale, l'heure est au bilan. Ce projet a permis d'enregistrer des résultats très encourageants au niveau du renforcement de la confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières d'une part et d'autre part entre les communautés frontalières des deux pays. En effet, les activités de dialogue socio-sécuritaire, les dialogues intercommunautaires, les activités socio-culturelles, les foires commerciales, les patrouilles mixtes et conjointes organisées dans le cadre de ce projet ont fortement contribué au renforcement de la coopération entre les deux pays. Ces résultats fort encourageants et leur impact sur la vie des communautés ainsi que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria méritent d'être capitalisés. Le projet, depuis sa création, a permis d'instaurer la paix et la confiance entre les deux peuples. Donc aujourd'hui, le défi majeur, c'est l'appropriation et le maintien de cet engagement-là pour pouvoir poursuivre et consolider les acquis dans ce cadre. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à hauteur de 3 millions de dollars, soit plus d'1,6 milliard de francs CFA, équitablement répartis entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, le projet conjoint vise à renforcer la sécurité et la cohésion sociale intérieure et transfrontalière, ainsi que la coopération entre les deux pays. La 40e édition du salon Topresa se tient à Paris, en France. Ce salon professionnel du tourisme met l'accent cette année sur les pays africains et leur potentialité touristique. Présente à cette rencontre internationale, la Côte d'Ivoire vend ses atouts et ses richesses touristiques. Patricia Omouetia. Le salon de l'industrie du tourisme professionnel qui regroupe 1700 exposants et 230 destinations bat son plein. Le stand de la Côte d'Ivoire continue d'attirer du monde avec la journée ivoirienne. Au menu, des mets ivoiriens accompagnés d'une chorégraphie à la sauce ivoirienne. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, c'est l'occasion de faire connaître le tourisme interne de notre pays. Autant de potentialités que doit soutenir Atout France, l'agence de développement du tourisme français. Le développement d'un pays, la transformation d'un pays en destination internationale, c'est accompagner des micro-territoires, des petits territoires qui doivent être à la fois des sites avec des hébergements, des activités de loisirs, des activités culturelles, reliés les uns aux autres. L'Ivoirien doit lui-même vendre sa destination et il doit la connaître. Et c'est le sens de notre démarche ici, pour dire venez, parce qu'il y a aussi la diaspora qui est présente. Il y a aussi les opérateurs économiques français qui sont présents, mais il n'y a pas que les Français. Il y a l'ensemble des pays européens présents ici au Topresa. Donc nous venons démarcher et nous sommes satisfaits de toutes les réunions que nous avons eues aujourd'hui avec tous les organismes
que ce soit la Commission européenne, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit Atout France, qui est pratiquement la même entité que Côte d'Ivoire Tourisme, pour développer les choses. Et les missions vont commencer dès le mois de novembre. Toujours selon Jean-Marie Sommet, renforcer les capacités des formateurs du secteur et mettre l'accent sur la formation en hôtellerie est nécessaire. Un partenariat est donc envisagé avec l'École de l'hôtellerie de France. Et voilà des images qui mettent fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine sur RTI 1.